une table ronde. Alors, le thème de la journée donne le temps, affichant nos couleurs. Nos couleurs, ce sont des couleurs vives de notre drapeau, mais c'est aussi tout ce que nous prévoyons pour la nation de demain. Et pour cela, donc, nous avons choisi, pour illustrer le slogan de la journée d'aujourd'hui, en thématique, donc, celle de la question des droits et des libertés dans la nation de demain. On sait tous que le droit, c'est quelque chose d'important dans l'organisation d'un pays. Et le droit, c'est aussi synonyme d'une certaine liberté et de respect. Donc, nous avons pensé refaire un retour dans l'histoire du pays afin de mieux mesurer l'évolution du droit dans un pays qui est sorti progressivement de la situation coloniale pour être maintenant à l'aube du premier référendum d'autodétermination. Donc, un retour dans l'histoire pour mesurer l'évolution du droit et des libertés. C'est la partie que nous laisserons à M. José Barbanson. Un état des lieux pour mesurer donc la pertinence et la sincérité des mesures ou des réformes qui ont été entreprises depuis. C'est la partie que nous laisserons à M. Eli Poagoun, qui est ici présent avec nous autour de la table et qui est de la Ligue des droits de l'homme. Et enfin, pour le chantier qui s'ouvre sur l'après-référendum, comment et quels sont les points de vigilance qu'il faudrait peut-être prévoir en termes d'organisation institutionnelle ou politique. C'est la question que l'on posera, mais qu'on demandera à M. Mathias Chocha de nous le traiter donc en quelques mots. Donc voilà pour la partie intervenant. Et puis dans un deuxième temps, donc, ça sera une table ronde que l'on organisera avec les représentants du Front, qui sont ici aussi avec nous autour de la table. Donc nous avons M. Pierre-Chanel Tutugoro, M. Jean-Louis d'Angleberme et M. Alosio Sacco. Donc c'est dans un deuxième temps qu'on organisera cette table ronde avec des questions, organiser le débat autour de ce qui a été dit par les intervenants et surtout par rapport au thème les droits et les libertés, comment vous le voyez dans la nation de demain. Donc voilà. Sans trop tarder, on va donc laisser la parole à M. José Barbanson pour un peu d'histoire. Merci Viviane, merci de votre invitation. Le 4 août, en France, on célèbre traditionnellement la fin des privilèges. En Nouvelle-Calédonie, comme on était sous la République, en principe, il n'y avait plus de privilèges. Mais on pourrait donc plutôt parler de l'abolition des servitudes. Tout va très vite à partir du discours de Brazzaville de 1944 du général de Gaulle, qui rappelle que l'outre-mer, l'Empire français ayant combattu pour la France, tous ceux qui se sont engagés méritent de gérer leurs propres affaires. Il ajoute, c'est le devoir de la France qu'il en soit ainsi. Le contexte n'est pas seulement calédonien, c'est aussi un contexte mondial. En même temps, il y a la Charte des Nations Unies, qui, dès 1946, prévoit, encourage le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion. Puis en France, c'est le vote de la loi Lamine Gueye, qui est un député du Sénégal, qui établit que tous les ressortissants d'outre-mer doivent être des citoyens. Et enfin, toujours dans ce contexte, il y a l'article 80 de la Constitution de 1946 qui établit donc aussi que les ressortissants des territoires d'outre-mer ont la qualité de citoyens au même titre que les nationaux français de la métropole. En Nouvelle-Calédonie, bien évidemment, on ne peut pas parler de liberté avant l'abolition du régime de l'indigénat en ce qui concerne les Mélanésiens et de la levée de résidence en ce qui concerne les engagés asiatiques. Et finalement, tout va se faire
dans un laps de temps qui est assez considérable quand même, puisqu'il va falloir près de 12 années entre 1945 et 1957 pour que les Kanaks obtiennent entièrement l'endroit de vote. Alors ça commence d'abord en 1945 par un scrutin qu'on appelle le scrutin capacitaire, c'est-à-dire ceux qui ont la capacité de voter, une capacité qui n'est pas demandée aux Européens. Bon, on le demande simplement aux Mélanésiens, ce sont les agents des PTT, les infirmiers, les infirmières, les plantons, les élèves de l'école des moniteurs, ceux qui ont un certificat d'études, les anciens combattants. En gros, à peu près 894 personnes qui votent à 78% en 1945. Puis une nouvelle loi est publiée en 1946 et le nombre d'électeurs mélanésiens passe à 1042. Et ce sont les élections municipales de 1947 où pour la première fois, il va y avoir 4 élus kanaks. Donc je rappelle les noms, M. Mandaoui à Wailou, M. Wacho Graviné à Kanala, M. Pierre Mouche à Pointe-Goutte et M. Eugène Ouamitan à la commission régionale du Mont-d'Or. En 1952 a lieu, parce que le problème du corps électoral a toujours été le problème en Nouvelle-Calédonie, hein, c'est pas un débat qui est un débat uniquement contemporain. En 1952 a lieu ce que certains historiens dont je suis appellent le premier accord de Nouméa. C'est-à-dire le fait qu'il y a une négociation entre les partis, disons, entre ceux qui vont créer l'UICALO, la ICLF, etc., qui vont fonder plus tard l'Union calédonienne, et les représentants de la droite un peu conservatrice pour les élections municipales. Et là, on va créer une sorte de faux double collège. Ce n'est pas tout à fait un double collège, dans le sens où tous les citoyens sont à égalité, mais on fait un collège selon l'endroit où l'on vote, l'endroit où l'on se trouve. C'est-à-dire que c'est fondé sur le foncier. Les gens des tribus votent de leur côté, mais s'il y a des blancs qui habitent dans des tribus, des curés, des choses comme ça, ils votent avec eux. Et les gens du village votent sur une autre liste. Et les gens des tribus, il leur faut beaucoup plus de voix pour obtenir un siège que les gens du village. Alors, c'est un accord électoral qui est intéressant parce qu'aujourd'hui, quand on regarde vite, et souvent les jeunes regardent trop vite, ils pensent que les vieux se sont fait avoir, etc. Mais ce qui est signé là, pour les conseils municipaux, c'est le fait que les gens sortaient du régime de l'indigénat. Ils connaissaient bien leurs forces, ils connaissaient bien aussi leurs faiblesses. Et ils ont très bien compris, d'ailleurs, en Brousse, les colons, tout ça leur a expliqué, que c'était difficile aussi pour les gens d'origine européenne de tout perdre d'un seul coup, car ils n'allaient plus avoir d'élus du tout dans beaucoup de communes. Et la grande sagesse kanak a été justement de faire une période transitoire comme ça, où on a permis à certains Kanaks d'arriver au conseil municipal, d'apprendre comment cela se passait, et la fois suivante, eh bien, tout est tombé sur le régime commun, et ils étaient prêts à rentrer complètement dans le système communal qu'ils ont complètement habité. Donc, je veux dire que le sens de la négociation, la mesure à prendre des puissances ou de la force que l'on a, mais aussi de ses faiblesses, ça a toujours été la caractéristique des élus kanaks. Même avant le fait de réclamer l'indépendance, il y a toujours eu le soin de prendre en considération l'autre. Et ça, il ne faut pas. Il faut jamais l'oublier. En 1953, c'est les élections au Conseil général, et il va y avoir 9 Kanaks qui sont élus au Conseil général. Ils appartiennent tous à l'Union calédonienne. Je me permets, pour l'histoire, de rappeler leurs noms. Raphaël Boinaoué de Bellet, Elia Tidjin de Poum, Roch Pidjo de la Conception, Mathieu Haripoindi et Louis Matayoita de Ponériouin, Koui Bouillon de Touo, Michel Kauma d'Ouvéa, James Aemwen de Lifou et Luther Enoka de Marais. Ce sont les 9 premiers élus kanaks.
En 1957, ça y est, l'ensemble des Kanaks sont citoyens. Pour la première fois, ils peuvent voter en entier. Et aux élections de l'Assemblée territoriale, il y aura 12 Kanaks qui seront élus, toutes tendances confondues, au niveau de l'Assemblée territoriale. Au niveau du premier gouvernement qui est fait en 1957, le président à l'époque, c'est le haut-commissaire. Mais celui qui décide de tout, c'est le vice-président. Et le vice-président est Maurice Lenormand. Il n'y a que 2 Kanaks qui sont élus, M. Roch-Pidgeot et M. Doui Matayo-Weta. Mais très vite, après la démission de Lenormand, la vice-présidence est confiée à Michel Kauma. Et après, jusqu'en 1962, ensuite c'est Roch-Pidgeot qui va présider le conseil de gouvernement, les derniers conseils de gouvernement de la loi cadre. Roch-Pidgeot qui deviendra également le premier député kanak en 1964. Donc cette conquête des libertés de vote, de la liberté en tant que citoyen, elle ne va pas toute seule. Elle se traduit aussi, avec la fin du régime de la Dégina, par une liberté de circuler. Alors que jusque-là, il fallait l'autorisation pour circuler. Alors, il ne faut pas dire que les gens ne pouvaient pas circuler, parce que, d'abord, il aurait fallu, vu la configuration de la Grande Terre, avec le nombre de brousses qu'il y a et le nombre de montagnes qu'il y a, il aurait fallu 2000 ou 3000 gendarmes pour contrôler la circulation des Kanaks. C'est-à-dire que, il y a la théorie juridique, et puis il y a la réalité du terrain. Et je pense que le terrain, les Kanaks, ils connaissaient un petit peu quand même. Depuis 2000 ans qu'ils étaient là, ça va. Ils savaient aussi se déplacer. Par rapport aux îles Loyauté, n'oubliez jamais que les gens des îles Loyauté ont toujours aimé venir à Nouméa. Ça, c'est l'une des règles. Ça leur convenait bien de venir travailler 6 mois, 7 mois, 8 mois, souvent dans un emploi saisonnier, comme docker, et ensuite ils rentraient. Et depuis, malgré ce régime de l'indigénat, les côtes que possédaient les grands chefs, Boula Alifou, Naïsline Amaré, faisaient du commerce régulièrement avec. Donc le visage que l'on donne de l'indigénat sur le papier, il était extrêmement sévère. Pour les gens qui étaient réquisitionnés dans les caféteries ou sur les routes, il était extrêmement sévère, mais il n'était pas non plus un emprisonnement. Il ne faut pas non plus, si j'ose dire, noircir les choses aujourd'hui, parce que quand on regarde les photos de Nouméa de l'époque, il y a au marché, qu'on ait quelques rares films qu'il y a des années 1914, on voit des Kanaks au marché, on les voit vendre leurs produits, etc. Il faut aussi, à un moment, les historiens doivent faire le vrai travail sur ce côté-là. Le régime de l'indigénat, je vous rappelle, et c'est un décret de 1887 qui avait été pris pour 20 ans. Ce qui fait qu'en 1907, on le remet en cause, on le réexamine. Et là, qu'est-ce qu'on décide? Eh bien, voici, je vous cite le texte. On espérait, il est reconduit en 1907, ça faisait 20 ans, mais il est reconduit uniquement pour 10 ans. Voilà. Mais ensuite, au moment où on va le reconduire en 1917, cette fois-ci on décide de le reconduire pour 5 ans, pourquoi ça ne se fait pas en 17? Je vous lis la phrase. On espérait pendant ce laps de temps que les progrès réalisés par les autochtones, au point de vue intellectuel et moral, les auraient assez rapprochés de notre civilisation pour qu'il fût possible de les faire bénéficier du droit commun. Autrement dit, c'est le colonisateur qui juge si oui ou non les autochtones ont assez progressé d'un point de vue intellectuel et moral. Et on retrouve ces termes en ce qui concerne les résidents asiatiques. On ne peut pas leur donner leur même paye que les Européens parce qu'ils n'ont pas atteint le degré intellectuel et moral pour être payés de la même façon. C'est ça le monde colonial. Je veux dire, il ne faut pas faire dire comme certains que tout ça n'a jamais existé. Non, ça a existé.